Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct. Nous reviendrons aujourd'hui sur l'histoire de l'Europe à travers les siècles, ses facteurs d'unité et de division, ainsi que ses entreprises communes, en compagnie de Christine Bousquet, maître de conférences en histoire médiévale à l'Université de Tours et présidente de la Maison de l'Europe de Tours. Bonjour Christine. Bonjour Astrid. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, c'est avec plaisir. Comme toujours. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire déjà comment connaît-on en fait l'histoire de l'Europe ? Alors, c'est d'ailleurs la question serait plutôt comment on la compose, comment on l'écrit. Oui, comment on l'écrit. On a beaucoup de chance en Europe et c'est une réalité qu'il faut toujours avoir en tête par rapport à d'autres continents. Nous avons une multitude de sources. Nous avons des sources écrites depuis la très haute Antiquité. Nous avons des sources archéologiques en pagaille, des sources monumentales, des sources iconographiques. Donc, on a tout un matériau absolument extraordinaire, quel que soit finalement l'endroit où on se trouve en Europe. C'est vraiment très partagé et par rapport à d'autres endroits où on va avoir un patrimoine plus immatériel, un patrimoine qui s'est transmis oralement, par exemple, ou des fouilles qui sont un peu aléatoires, par exemple en Afrique, où il est plus difficile de faire une histoire de l'Afrique, même si maintenant on a beaucoup progressé. En Europe, on a toujours pu écrire l'histoire de l'Europe. On a toujours pu s'y intéresser facilement parce qu'elle est très accessible. Et justement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a aussi un peu plusieurs histoires de l'Europe ? Parce que nous, on a un regard très franco-français lorsqu'on étudie un peu l'Europe. Mais est-ce que c'est le cas dans les autres États membres ? Alors, rassurez-vous, c'est le cas. C'est le cas partout. Nous avons des structures de pensée éducative qui sont extrêmement nationalistes. Dans notre histoire de l'éducation, le 19e a joué un rôle crucial, et le 19e siècle, pardon, et bien entendu, on va mettre l'accent sur la formation des États-nations. Alors la France, évidemment, qui va écrire au 19e ces grandes pages d'histoire qui sont vraies ou fausses. On le sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prouvées par la science historique et qui sont fausses, mais qui avaient pour but de créer une communauté de pensée. C'est pareil un peu partout. Si vous prenez par exemple l'Allemagne ou l'Italie, vous avez bien entendu des éléments qui au 19e sont très fortement mis en valeur avec la formation des unités allemandes et italiennes qui sont attendues depuis très longtemps. Et par contre, on va mettre la pédale douce, si ce n'est l'oubli d'un certain nombre de périodes qui sont moins valorisantes, moins importantes. Et évidemment, quand je dis ça, on pense toujours à l'Allemagne et la négation pratiquement de la guerre et du régime nazi, où les jeunes Allemands ont redécouvert brusquement, par le biais de la télévision, par le biais du feuilleton américain Holocauste, dans les années 70, ils ont découvert l'histoire de l'Allemagne et ils ont demandé à leurs parents « mais qu'est-ce que vous avez fait ?» C'est cruel. Donc je pense que c'est important à l'intérieur de l'Europe qu'on ait des histoires différenciées, que les enfants apprennent l'histoire de l'endroit où ils vivent, ça me paraît normal. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. Il faudrait effectivement que les jeunes Français sachent quelque chose de l'histoire de l'Allemagne, quelque chose de l'histoire de la Pologne, de l'Espagne. Alors on le sait par des biais, on connaît la guerre d'Espagne, le partage de la Pologne, ça dit quelque chose vaguement, très vaguement maintenant, très vaguement, aux jeunes qui sortent de terminale. Mais voilà, il y a quelques éléments. Mais finalement, pourquoi on partage la Pologne, pourquoi on fait la guerre en Espagne, ça, c'est beaucoup moins évident. Et justement, est-ce que vous savez comment les historiens, chercheurs, qui sont présents dans tous les États membres, travaillent ensemble, ou s'ils travaillent ensemble, pour retracer peut-être les histoires justement européennes et peut-être constituer aussi une histoire de l'Europe ? Alors, les enseignants-chercheurs dont je fais partie, nous travaillons ensemble souvent avec d'autres chercheurs européens sur une thématique précise, sur un ensemble, sur une période, sur un thème.
La recherche européenne n'existe pas encore véritablement suffisamment, à mon avis, en histoire. Même s'il y a beaucoup de choses qui se font, l'histoire de l'Europe, c'est quelque chose qui n'est pas écrit. C'est pas encore. Si demain vous allez dans une boutique pour acheter une histoire de l'Europe, vous allez trouver des choses moyennes qui sont pas passionnantes. C'est pas encore fait parce que évidemment il y a tellement de ressorts derrière, il y a tellement de choses qu'on voudrait dire ou qu'on ne veut pas dire ou comment faire pour ne pas. Si c'était un Français qui écrit, est-ce que les autres vont pas dire oh mais il va survaloriser, il va. C'est normal quand on écrit, on est aussi le produit de sa propre culture. Donc si on veut faire une histoire scientifique de l'Europe, quelque chose qui ne soit pas remis en cause dans les 8 jours, eh bien il faut s'y atteler et c'est un travail de grande envergure. Donc sur plusieurs années. Oui. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. Vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct. Nous parlons d'histoire aujourd'hui avec Christine Bousquet. Alors donc nous avons vu un petit peu une histoire, ou pas d'ailleurs, qui n'existe pas de l'Europe, qui est encore à venir et à construire entre enseignants-chercheurs. Vous nous avez parlé aussi de grandes périodes qui étaient parfois passées sous silence dans certains États. Et justement, quelles sont ces grandes périodes historiques qui ont marqué l'histoire de l'Europe, si on doit en faire une un peu aujourd'hui? Alors, je crois qu'il faudrait repartir très loin en arrière. Le premier peuple, peut-être important, c'est le peuple celte. L'histoire celte, donc c'est avant notre ère, c'est entre le 6e et le 4e siècle avant notre ère. L'histoire celte a été un profond facteur d'unité en Europe. Le peuplement celte va depuis les pays britanniques jusqu'aux Carpates. Donc on a des Celtes partout. On sait très bien que par exemple les petites fibules, les broches, on retrouve les mêmes broches en Hongrie et dans le Val-de-Loire. Ce sont des broches celtes qui ont beaucoup circulé. Donc si les éléments physiques, matériels circulent, ça veut dire que les hommes circulent aussi derrière. Donc le peuplement celte a sûrement été un des éléments les plus importants de démarrage d'une histoire qui ne porte pas encore le nom, bien sûr, d'histoire européenne. Il y a d'ailleurs aussi le peuple de Galice qui revendique une origine celte. Tout à fait, jusqu'à l'Atlantique. Ouais. Donc, on a cette origine celte qui est revendiquée, qui est présente, avec des druides, avec tous les éléments qu'on connaît bien sur les Celtes, et avec des oppidas, donc des petites places fortes celtes, qui se sont répandues un peu partout dans le monde européen. Donc pour moi, c'est un peu la première période. La seconde période, c'est bien sûr, c'est le second marqueur qui me paraît important, c'est la Grèce. C'est la Grèce. Alors la Grèce, elle n'a pas été présente partout dans ce que nous appelons l'Europe aujourd'hui. Mais l'Europe, pas l'Union européenne, l'Europe, l'Europe continentale. Le continental, oui. La définition géographique de l'Europe. Mais la Grèce, elle a marqué quand même de manière très importante. D'abord parce qu'elle a colonisé un certain nombre de territoires en Méditerranée. Elle a fondé la ville de Marseille, on le sait très bien. Donc les Grecs ont été présents. Et les Grecs nous ont légué un certain nombre d'éléments qui vont par-delà l'histoire grecque qui s'arrête un peu à partir de la chute d'Athènes. Par-delà l'histoire grecque, Athènes nous a laissé, par exemple, le mythe du héros. Le héros grec, c'était Ulysse, bien sûr. Eh bien, on se retrouve ça dans l'histoire européenne avec la notion du saint. Le saint qui est le héros du christianisme et qui finalement trouve son origine dans la valorisation du héros grec. La Grèce nous a laissé aussi des temples, c'est-à-dire des endroits religieux où s'exerce une religion. Et on va retrouver ça dans tout le tissu européen. Alors, pas des temples grecs, mais les églises, les synagogues, tout ça est évidemment, du point de vue même de l'architecture, très redevable aux temples grecs. Et puis, le troisième élément, c'est bien sûr l'écriture
du théâtre, le théâtre grec, les comédies, les tragédies grecques, qui vont influencer de manière extraordinairement importante toute la littérature européenne, la littérature, l'opéra, la musique, tout ceci a une base commune, c'est la Grèce. Donc pour moi, la deuxième grande étape, c'est la Grèce. Et puis évidemment, il y a toujours le problème de la démocratie. La démocratie, c'est une valeur qui est au cœur de l'Europe, au cœur du projet de l'Union européenne, mais au cœur de l'Europe. Même si un certain nombre d'États n'ont pas connu de régime démocratique pendant très longtemps, c'est une nouveauté pour une partie de l'Europe. Cette démocratie, ils ont parfois un peu de mal encore. On le voit avec la Pologne, la Hongrie. On voit bien que c'est pas encore gagné, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand même, il faut justement se rappeler d'où ils viennent. Ils ont fait en quelques années un chemin considérable. Nous, il nous a fallu des centaines d'années pour le faire. Donc voilà, la démocratie athénienne, elle n'a rien à voir avec notre démocratie, mais le mot même de démocratie, gouvernement du peuple, démos, c'est lié à la Grèce. Donc, est-ce que après la Grèce, donc il y a peut-être encore d'autres périodes importantes? Alors il y en a une qui est extrêmement importante, c'est Rome. Oui. C'est Rome, c'est l'Empire romain. L'Empire romain, il est fondamental. D'ailleurs, il est fondamental parce que on l'oublie toujours, mais l'Empire romain, une fois qu'il est constitué, l'Empire romain, c'est 3 siècles de paix. Et avant la construction européenne, c'est la seule période. Et c'est quelquefois on l'oublie, mais l'Empire romain, alors une fois constitué, une fois la guerre des Gaules finie et compagnie, c'est la paix. C'est la paix. On vit très bien. Et d'ailleurs, puisqu'on est à Tours, l'exemple de la cité de Tours est tout à fait révélatrice. Au IIe siècle de notre ère, il n'y a pas de rempart. Au IIe siècle, la ville s'étend, elle dépasse largement les quartiers de la cathédrale, alors qu'un siècle après, elle va au contraire se diminuer de terrain, elle va se regrouper autour de la cathédrale et avec un rempart, et tout le reste va être abandonné. La population a fui puisque le monde romain n'est plus en paix. Donc le monde romain, il nous a légué cette notion de paix, déjà. Ensuite, il nous a légué l'idée impériale, l'idée d'une autorité qui pourrait s'exercer sur tous, que tous reconnaîtraient, et à l'intérieur de cet empire, il y aurait des souverainetés, mais il y aurait un empereur par-dessus. Et c'est une idée avec laquelle l'Europe va avoir beaucoup de mailles à partir. C'est une idée qui est très présente dans l'histoire européenne, qu'on le dise ou pas, elle est très présente, y compris jusqu'au XXe siècle. Cette idée-là, on le retrouve notamment avec les empires allemands. Tout à fait. Et donc, Rome a aussi légué le droit, je pense, une partie du droit que nous utilisons peut-être encore aujourd'hui. Alors, Rome a légué le droit, oui, c'est même le principal legs de l'histoire romaine, c'est le droit. Alors, il y en a d'autres. Avant de venir sur le droit, par exemple, tout le système routier. Les routes romaines, on le connaît, la route le long de la Loire qui passe au pied de Marmoutier, c'est la vieille route romaine. Donc, on est dans une Europe qui est parcourable à la marche grâce aux Romains. Donc c'est quelque chose qui n'a pas totalement disparu de notre paysage et qui est, je pense, ces routes sont un élément par lequel on peut questionner l'histoire de l'Europe. Dans Trait d'Histoire, chaque samedi après-midi, les grands événements reprennent vie sur RCF. Éric Godaillé vous propose de revivre une année, un événement historique ou de suivre la vie mouvementée d'une célébrité à l'aide d'illustrations sonores et de chansons d'époque. Trait d'Histoire, le voyage dans le temps débute ce samedi à 16h. Retrouvez les émissions RCF en podcast sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify. Avec les podcasts RCF, écoutez vos émissions où vous voulez et quand vous voulez. RCF, l'Europe en 43 minutes.
L'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct. Nous continuons avec Christine Bousquet. Vous nous parliez de les périodes romaines qui avaient son importance, notamment aussi par l'apport qu'elle nous a légué du droit européen. Oui, enfin, alors, pas européen, pardon, le droit romain, européen, qui s'exerce encore aujourd'hui. Oui, c'est autre chose. Voilà. Mais oui, le droit. Alors, le droit, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. C'est le droit civil qui est à la base de toute notre jurisprudence, qui est évidemment à la base des études de droit. Ce droit, il avait été totalement oublié pendant des siècles. On l'avait perdu, sauf un petit peu au sud de la France où il restait quelques éléments, mais dans l'ensemble, on l'avait oublié. On l'a redécouvert au XIe siècle à Bologne et on va l'enseigner. Et donc, le droit va être quelque chose de très important. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est un droit qui est un droit impérial. Ce droit romain qui est redécouvert. Et le roi de France, qui veut se détacher de l'empereur, justement, trouve que ce droit, il n'est pas tellement chaud pour ça. Et donc, il va décider, avec la complicité du pape d'ailleurs, qu'à Paris, seul serait enseigné le droit canonique, donc le droit de l'Église, pour ne pas détourner, pour le pape, pour ne pas détourner les clercs qui sont à l'université de Paris de la théologie, qui est la science reine de l'université de Paris à cette époque-là. Et donc, le droit civil, qui est le droit qui va permettre de gagner sa vie finalement, sera enseigné à Orléans. Donc on n'aura pas le droit d'enseigner le droit civil à Orléans. Puis petit à petit, donc ça c'est au début du XIIIe siècle, petit à petit les rois vont se rendre compte que les légistes sont très importants et que ce droit impérial, c'est d'abord un droit qui va leur servir. Donc la méfiance royale est très importante sur le droit romain. Mais ce droit, il est tout à fait fondamental. Il a vraiment été un facteur d'unité de tout le monde romain. Je rappelle que tous les citoyens romains ont les mêmes droits. C'est quelque chose qui est extrêmement fort. À partir du moment où ils acceptent la domination romaine, ils ont les mêmes droits, les religions vont être admises après beaucoup de soubresauts en ce qui concerne le christianisme. Mais l'autre grand legs avec le droit, c'est le christianisme. Le christianisme a été accepté, revendiqué par l'Empire romain. Et donc, c'est évidemment une décision fondamentale au IVe siècle. Le IVe siècle de notre ère est un moment extraordinairement important parce que c'est un moment d'invasion, mais c'est un moment où on passe d'un christianisme qui au départ était combattu par l'armée romaine qui obéissait à l'empereur. Et ce christianisme, à la fin du siècle, il est non seulement revendiqué depuis 325 par Constantin, mais à la fin du siècle, il est obligatoire dans l'Empire. C'est la religion officielle de l'Empire romain. Donc le IVe siècle est un siècle charnière. Alors il y a un autre élément pour l'Empire romain qui montre à quel point cet Empire romain est important, c'est sur les villes. Le monde romain est un monde de villes, un monde qui a construit des villes, développé des villes. Et on peut dire que à la fin de l'Empire romain, la structure urbaine de l'Occident n'est pas encore figée, bien entendu. Jusqu'à l'Elbe, on a des villes, à peu près, de l'ouest de l'Elbe. Après, les villes vont se développer essentiellement autour des monastères cisterciens. Mais notre trame urbaine, par exemple en France, elle est pour beaucoup liée aux villes romaines, aux créations romaines. Pas toutes, le Mont-Saint-Michel par exemple, et puis il y aura une autre période qui va être la période du XVIe siècle, avec la création, XVIe, XVIIe, avec la création par exemple du Havre, ville créée par ports économiques aussi. Par François Ier, mais si je vais à l'autre bout de l'Europe, ce sera Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, créé en 1703 par le tsar Pierre le Grand, qui veut absolument avoir un port sur la Baltique. Les accès à la mer sont fondamentaux. Sont fondamentaux, et pour participer à la fois aux jeux économiques et aux jeux politiques. En Baltique, le tsar a besoin d'une ville d'un port de mer. Sinon, tout est obligé de passer par Riga. Et là, il y a une obligation, évidemment, rupture de charge très importante. Donc, le port de Saint-Pétersbourg manifeste la grandeur de la Russie. Et donc, après la période romaine, est-ce qu'il y a d'autres grandes périodes fondamentales pour l'Europe ? Alors, après
aussi fondamentale, peut-être pas. Aussi, parce que celle-là, c'est vraiment la base. Après, on voit bien que finalement, on essaye de retrouver ça. Alors, par exemple, vous avez l'Empire carolingien. Les Carolingiens, donc, qui règnent à partir de 750, véritablement, avec Pépin. Pépin qui est roi, simplement, qui n'est pas empereur. Il faudra attendre Charlemagne, qui sera empereur en 800. Et puis, son fils, Louis le Pieux. On voit bien que ce qui est l'objet, c'est d'être empereur romain. C'est le titre des Carolingiens, c'est d'être empereur romain germanique. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. L'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct. Vous nous parliez, Christine, de l'Empire carolingien, grande période aussi pour l'histoire européenne. Oui, c'est une grande période parce que l'Empire carolingien, géographiquement, est plus petit que l'Empire romain. Par exemple, vous n'avez pas toute la Grande-Bretagne. Les Carolingiens n'ont pas pris la Grande-Bretagne, et puis vous avez un marqueur qui est à peu près l'Elbe. Hambourg est une ville de fondation carolingienne. Les interventions en Saxe, qui ont été extrêmement compliquées, et qui ont été terribles, puisque Charlemagne, excédé par ses 15 campagnes contre la Saxe, qui ne veut toujours pas obéir et se christianiser, va décider que désormais, ça serait la lutte à outrance. Donc c'est soit vous êtes baptisé, soit vous êtes mort. Et devant cette attitude qui contraste quand même beaucoup avec l'histoire romaine notamment, qui n'avait jamais fait ça contre les chrétiens, même s'il y a eu de très grandes persécutions au début du IIIe siècle notamment. Alcuin, qui est le bras droit de Charlemagne, qui est son penseur, qui est un clerc anglais, qui va être nommé abbé de Saint-Martin de Tours et qui va partir y rentrer dans les pieds. Il va venir à Saint-Tours en disant « mais qu'est-ce que je vais faire dans cette région d'analphabètes ?» Balzac, quelques siècles plus tard, dira la même chose. À propos de Tours, c'est un peu injuste, il faut quand même le reconnaître. Donc, Alcuin lui dit qu'il ne sera jamais canonisé, que l'Église n'acceptera jamais. Et effectivement, Charlemagne ne sera jamais canonisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet empire carolingien, finalement préfigure des grandes périodes de conquête que l'on va retrouver beaucoup plus tard. Cet empire carolingien, il échoue puisqu'il est rompu à la mort de Louis le Pieux. Parce que c'est en fait un empire barbare. Et c'est là où l'autre influence très forte sur l'Europe, ce sont ces mondes barbares, tous ces gens qui viennent de l'Est et qui s'imposent en Europe à partir du IVe siècle. Alors il y a eu les Francs qui ont réussi parce qu'ils n'ont jamais perdu le fil de leur origine, c'est-à-dire qu'ils sont partis, ils ont avancé à partir de l'Elbe et du Rhin et ils n'ont jamais perdu leur pays d'attache. Ils ont grandi vers le sud, mais vous avez les Alamans, les Vandales, tous ces gens-là, les Suèves, les Pictes, les Angles, les Saxons, tous ces gens-là, les Huns bien sûr, ont quitté leur foyer d'origine, leur terre d'origine, et finalement ont échoué. Ils ont échoué, ce sont les Francs qui ont gagné. Et l'Empire carolingien a à la fois était un empire romain, il porte le titre d'empereur romain, mais en même temps, il reste un empire fondamentalement barbare. Alors, un exemple très simple, c'est lorsque Louis le Pieux meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il considère l'empire comme son patrimoine personnel et il sépare entre ses fils, entre ses héritiers. Jamais un empereur romain n'aurait fait ça. L'empire, c'était un bien inaliénable, indivisible. Et là, Charlemagne faisait pareil d'ailleurs, sauf qu'il n'y avait qu'un successeur vivant, c'était Louis le Pieux. Donc on a repoussé d'une génération. Ça reste fondamentalement barbare. Donc c'est une époque importante. Et puis c'est l'époque où le monde carolingien, comme le monde romain, est soumis à d'autres invasions, à d'autres dangers. Le monde romain a eu tous ces peuples barbares que je viens de citer, mais le monde carolingien va être attaqué de trois côtés. Il va être attaqué au nord
par les Vikings, qui vont mettre le rouleau compresseur des Vikings en action et qui vont être un véritable danger. Ça va être très difficile pour toutes les côtes et tous les fleuves. On le sait bien, ici à Tours, où Saint-Martin a été détruite la première église a été détruite par les Vikings, où on a le jardin des Vikings qui rappelle la défense de la ville, c'est-à-dire de la cité, de la partie cathédrale, de la cité de Tours. Donc on a les Vikings. Au sud, il y a les musulmans qui sont des nouveaux venus en Méditerranée et qui sont présents en Espagne qui était sous le contrôle romain, bien entendu au départ. Et puis en Provence, le massif des Maures porte le nom de Maure parce qu'il rappelle la présence musulmane à l'époque carolingienne. Et puis l'autre grand danger qu'on oublie quelquefois, c'est le danger hongrois. Les Hongrois vont faire peser un danger réel pendant une cinquantaine d'années au Xe siècle. Et il y a des grands raids hongrois qui ont lieu. Un des grands raids arrive jusqu'à Orléans. Quand on voit la distance Orléans-Hongrie, on imagine un petit peu la taille du raid. C'était pas n'importe quoi. Et c'était quelque chose qui paniquait tout le monde. Et donc les empereurs carolingiens n'arrivent à rien, les carolingiens n'y arrivent pas. Et c'est un Allemand, un Ottonien, qui va être le grand vainqueur à la bataille de Lechfeld en 962. Il est le vainqueur, il bat les Hongrois. Et il obtient le titre impérial. Christine, vous allez un peu conclure sur cette période fondamentale et très importante de l'Empire carolingien. On va voir un peu peut-être d'autres périodes aussi importantes. Oui, alors c'est une période importante parce que les États vont surgir de cela. Donc c'est aussi pour ça que c'est important. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va être très long, prendre quelques siècles. Mais dans l'ensemble, on a quand même sur cette base carolingienne, on va voir naître les États européens. Tels qu'on les connaît un peu aujourd'hui, plus pas ou moins. Tout à fait, pas tout à fait. Mais ils naissent. C'est le démarrage des États-nations se fait au Moyen-Âge. Et justement, peut-être de tout cet empire, de toute cette histoire un peu antérieure, il y a la naissance de régimes que l'on retrouve encore aujourd'hui, d'ailleurs, en Europe. Alors, on retrouve à l'époque, au XIIIe siècle, c'est le XIIIe siècle qui est un des points phares de l'histoire européenne, à mon avis. Le XIIIe siècle, pourquoi ? Parce qu'on a trois grands États qui sont en train de se constituer de manière un peu chaotique parfois, bien sûr. On a l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Ce sont les trois grands États qui, au XIIIe siècle, vont choisir finalement ce qui, aujourd'hui encore, demeure dans notre histoire politique. Si vous regardez l'Angleterre, en 1215, c'est la Grande Charte des barons, qui est imposée au roi Jean sans Terre, alors qui va connaître des soubresauts, des allers-retours après, mais qu'est-ce que dit la Grande Charte ? Elle impose le commun conseil, elle impose au roi d'écouter ses barons, et donc c'est la naissance à terme, pas au moment où, bien sûr, en 1215, c'est la naissance à terme de cette monarchie parlementaire très importante où, vous savez, la reine règne mais ne gouverne pas, c'est le Premier ministre qui gouverne, c'est né en 1215, c'est l'acte de naissance et c'est revendiqué comme tel par les Anglais et on a gardé, je crois, 3 ou 4 copies, j'ai un trou de mémoire, de la Grande Charte. Donc c'est vraiment un texte important, même si certains rois vont essayer de jongler avec. Bien sûr. Deuxième État, au XIIIe siècle, c'est la France. C'est la France, et qu'est-ce qu'on voit au XIIIe siècle ? Un mouvement qui, au partir des rois capétiens, essaye de centraliser, où le suzerain, qui était le roi, donc prince parmi les princes, au sommet de la hiérarchie féodale, va devenir un souverain. C'est-à-dire centralisation progressive autour du roi, pas autour de Paris forcément. Paris n'a pas été forcément la capitale de tous les rois, mais avec Philippe Auguste, elle devient capitale. Après, elle perdra son statut, puis elle le retrouvera. Mais on voit cette montée en puissance d'un système centralisé où tous ceux qui sont envoyés dans les provinces au nom du roi
doivent rendre compte au roi, où le Parlement n'est pas l'organe de contrôle, mais la justice d'appel du roi. Donc c'est la cour souveraine, c'est le souverain dans sa cour. Donc on a un système qui est notre système très centralisé français. Même si on essaye de lutter contre, mais on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est ancré. Ce qui veut dire que quand on veut aller dans l'autre sens, il faut savoir pourquoi ce système a été créé, pourquoi il a donné satisfaction pendant des siècles et pourquoi il ne nous donne plus satisfaction. Parce que si on veut simplement barrer d'un coup de feutre ça, je pense ça ne peut pas marcher. Et puis enfin l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un statut un peu particulier parce que on a des princes en Allemagne, des princes qui élisent l'empereur. Au départ, on en avait beaucoup, puis progressivement, il y en a 7. Il y a 7 princes électeurs, des laïcs et des clercs, et ils élisent l'empereur. Mais l'empereur, c'est notamment Frédéric II de Sicile, qui est en Sicile et qui devient roi de Sicile et d'Italie du Sud, et empereur du Saint-Empire germanique. Ça fait beaucoup pour le pape qui est au milieu, qui est coincé entre les deux pattes du crabe. C'est vraiment ça. Donc évidemment, c'est un peu compliqué. Et les princes électeurs veulent bien d'un empereur, mais ils veulent garder leur autonomie. Et donc ces princes électeurs sont à la tête de grandes portions territoriales de l'Allemagne, et vont imposer à Frédéric la Confédération des Princes en 1230. Tout est à peu près en même temps, les dates sont très proches. Confédération des Princes, ça veut dire que l'Allemagne se dirige vers le système que nous connaissons, qui est le système des Länder. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, dans la presse française, on dit mais Madame Merkel ne fait pas telle chose ou n'impose pas telle chose à l'Allemagne, parce qu'elle n'en a pas les moyens politiques. Chaque land est responsable d'un certain nombre de domaines. C'est la structure fédérale par excellence. Donc tout ça est né, et dans notre histoire européenne, je pense que ces 3 modèles vont servir à l'ensemble de l'Europe. Certains vont plutôt suivre le modèle anglais, le modèle allemand, le modèle français. Et donc, c'est pour ça que ces 3 pays sont moteurs de cette histoire de l'Europe. Alors justement, c'est peut-être une bonne transition pour voir quels sont les facteurs d'unité un peu de cette Europe. Alors moi, je crois que les facteurs d'unité, c'est d'abord le point de vue religieux, c'est le christianisme, le judéo-christianisme. Le judéo-christianisme, et je mets exprès les deux termes côte à côte, puisque toute l'Europe a connu un peuplement juif après la diaspora, puis les Romains ont chassé les Juifs de Terre Sainte. Donc on a un peuplement juif un peu partout en Europe, avec des moments qui se passent bien. Grosso modo, le premier millénaire de notre ère, partout en Europe, il y a des communautés juives et les choses se passent à peu près correctement. Il peut y avoir des épisodes, mais ce sont des épisodes. À partir de l'an 1000, on se rend compte que les choses changent profondément et il y a des pogroms, il y a des moments très difficiles. Toute l'Europe ne marche pas au même pas. Par exemple, on sait que la Pologne, notamment, va être un grand lieu d'accueil des communautés juives en Europe. RCF, l'Europe en 43 minutes. Alors, accueil des communautés juives en Pologne, je viens de vous le dire, on pourrait dire pour leur plus grand malheur. Quand on voit le nombre de juifs polonais qui ont été assassinés dans les camps nazis, est évident que c'est une réalité qu'on ne peut qu'avoir dans l'esprit. Mais ce judaïsme a été très important. D'ailleurs, le Conseil de l'Europe, qui unit bien au-delà de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, 47 États membres. Voilà, 47 États membres, a lancé depuis une vingtaine d'années des itinéraires culturels européens. Et il y a un itinéraire juif en Europe, bien entendu. Les grandes communautés juives, celles qui ont été anéanties en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, enfin en Grèce, toutes ces communautés juives ont énormément souffert. En France, évidemment aussi, mais il y a eu un peu plus de rescapés en France, alors que dans les pays d'Europe de l'Est, ça a été véritablement, encore plus dramatique. Donc ça, c'est un élément à la fois qui lie
les peuples européens, qui divise aussi les peuples européens, bien entendu. Le christianisme va être un élément extrêmement important. Si vous allez depuis Lisbonne jusqu'en Russie, des églises, vous en avez partout. Des églises, vous en avez partout. Mais elles sont pas toutes les mêmes. Elles sont pas toutes les mêmes, voilà. Hein, c'est exactement ça. C'est aussi ce facteur d'unité. C'est un facteur de division qui aussi. va être un facteur de division, bien entendu. Alors, les deux grandes divisions du christianisme, c'est le christianisme latin et le christianisme grec, dont la limite passe dans les Balkans. Hein, et ce qui n'est pas tout à fait anecdotique quand on voit l'histoire des Balkans qui se résume à 20 siècles de guerre. Pour aller vite, 20 siècles de guerre dans les Balkans et avec une ligne de partage entre christianisme latin et christianisme grec. Et puis évidemment, vous avez une deuxième ligne de partage de ces deux formes de christianisme, c'est avec la Russie. Et la Russie qui est orthodoxe, qu'on appelle orthodoxe. Mais je rappelle qu'au départ, tous les chrétiens sont à la fois orthodoxes et catholiques. Orthodoxe, ça veut dire la foi droite, ce sont les premiers conciles, ils suivent tous ça, et catholique, ça veut dire universel. Tous les chrétiens des premiers siècles sont orthodoxes et catholiques. Et puis progressivement, à partir du moment où ils vont se diviser, l'orthodoxie va être revendiquée comme adjectif déterminant pour le christianisme grec, d'origine grecque, et le catholicisme, l'universalité, par le christianisme romain. Donc, mais ce sont deux adjectifs qui au départ étaient des adjectifs qui recouvraient l'ensemble du christianisme. Alors ça, c'est la première grande rupture. Elle a lieu classiquement, on dit en 1054, le grand schisme. En fait, elle devient une rupture véritablement avec la prise de Constantinople, donc une prise politique qui n'est pas religieuse, une prise politique par les Vénitiens qui prennent la ville de Constantinople en 1204, qui installent un empereur latin, qui installe un patriarche latin, et l'empereur grec byzantin et le patriarche grec sont chassés, se réfugient dans la partie asiatique de l'Empire, d'où ils reprendront le pouvoir 60 ans plus tard. Donc ça, c'est vraiment l'acte très important. Il y a eu des tentatives de réconciliation avec les orthodoxes. On disait... il y avait, quand au moment où Paul VI a reçu le patriarche Athénagoras, on a dit dans toute la presse, réconciliation des églises, première réconciliation depuis le schisme. C'est faux. Il y en avait eu une qui a eu lieu au XVe siècle, au moment où Constantinople est complètement aux abois parce que les Ottomans sont partout et que la ville va tomber sous les coups des Turcs. Et donc ils cherchent désespérément un allié et ils vont venir en Italie et ils vont... signer un accord à Florence où le christianisme se réconcilie et le pape va fulminer une bulle, Laetantur Coeli, que les cieux se réjouissent, et Philarète va graver dans une des portes du Vatican la barque de l'Union. Ça ne sera jamais réalisé parce que la ville de Constantinople tombe, c'est trop tard. Et donc, il y a les facteurs de division. Alors, vous avez parlé du grand schisme, orthodoxie et tout. Il y a aussi le protestantisme. La réforme, bien sûr. La réforme qui va être l'autre grand facteur, qui est un facteur extrêmement prégnant. Lorsqu'on regarde une carte européenne aujourd'hui, c'est évident que vous avez une Europe protestante, qui est plutôt l'Europe du Nord, et une Europe catholique, qui est l'Europe du Sud. Alors, ces termes maintenant sont... à employer avec une certaine précaution parce que les États ne sont pas forcément catholiques. Regardez la France, qui est un État qui se dit laïque, sans avoir déterminé d'ailleurs le contenu de ce mot, donc c'est pas vraiment efficace, mais grosso modo, c'est quand même ça. On a une barre. Pourtant, si on regarde bien l'Europe du Nord, par exemple le Danemark qui est un des pays réformés, de manière même très importante au XVIe siècle, eh bien, ce Danemark était un pays très catholique. Et ce sont les rois et d'ailleurs c'est la même chose en Angleterre, ce sont les rois qui ont voulu
être empereur chez eux. On retrouve toujours cette thématique, être empereur chez eux, et donc se débarrasser de l'ingérence éventuelle du pape qui nomme les évêques. C'est un pouvoir pontifical de nommer les évêques qui explique la séparation entre le politique et le religieux, qui est une trace de cette séparation. Eh bien, les rois veulent récupérer la mainmise sur leur clergé et donc vont choisir la Réforme, vont choisir Luther ou Calvin pour pouvoir s'opposer à cette ingérence qu'ils trouvent insupportable de la papauté dans leur État. Merci Christine. Donc on a vu quand même pas mal de choses sur cette histoire de l'Europe qui est encore à construire, en tout cas au niveau historiographique actuel. On n'a pas encore d'histoire véritable de l'Europe, mais on a des bases communes et aussi des bases à la fois qui nous rassemblent mais qui nous séparent aussi et qu'il faut étudier et analyser pour comprendre aussi l'Europe d'aujourd'hui. Et ça, c'est fondamental, je pense. Oui, il faudra refaire une émission sur les 5 siècles suivants quand même. Parce que l'histoire de l'Europe ne s'arrête pas au XVIe siècle. On continuera avec plaisir avec vous. C'était l'Europe en 43 minutes, animé par la Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire, Centre Europe Direct. Merci et à bientôt. À bientôt.